Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grenier des savoirs. Aujourd'hui, nous recevons professeur Bisso Saleh. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Professeur, vous êtes enseignant-chercheur au département des mathématiques et informatiques à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Pourriez-vous nous parler de votre parcours? Merci professeur. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez donnée, de parler de ma modeste personne d'abord, mais aussi de ma discipline, qu'est les mathématiques. Alors mon parcours, je vais peut-être juste m'arrêter au parcours universitaire. J'ai commencé l'université après l'obtention du bac C, obtenu au lycée Kassai. J'ai fait toute ma formation de première année à la maîtrise à l'université Abdou Moumouni de Niamey. J'ai obtenu ma licence et ma maîtrise en 1998, avant de faire le service civique d'une année, enfin d'une demi-année au lycée municipal de Niamey. Et puis je suis allé faire mon DEA à l'université de Ouagadougou de 1999 à 2000. Et j'ai fait une thèse en mathématiques que j'ai soutenue en décembre 2003. Voilà un peu le bref parcours de formation universitaire. Et bon, je suis recruté à l'université Abdou Moumouni le 1er avril 2004 en tant qu'assistant au département de mathématiques et informatique de l'université Abdou Moumouni où j'enseigne depuis lors. Voilà un peu bref mon parcours universitaire. Merci professeur. Donc vous avez soutenu une thèse sur le thème résolution et simulation numérique d'un problème de contrôle optimal gouverné par des équations aux dérivées partielles non linéaires de type diffusion-réaction issues de la modélisation mathématique en traitement du cancer du cerveau. Donc vous avez soutenu, comme vous l'avez dit, votre thèse à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Tout à fait. Alors, avant la thèse, avant d'arriver au thème de thèse, quand je suis allé faire mon DEA, alors j'étais formaté dans une formation ici à l'université de Moumouni où c'est les mathématiques pures et dures. Et quand je suis allé pour le DEA, je me suis retrouvé avec des enseignements de modules orientés vers les mathématiques appliquées. Et tout de suite, j'ai embrassé cette carrière de maths appliquées. Et le mémoire de DEA, déjà, introduisait mon envie d'aller vers les applications de mathématiques, où j'avais traité un problème de coexistence entre deux espèces naturelles, prédateurs et proies, en utilisant des modèles mathématiques afin de déterminer un point d'équilibre où les deux espèces, dont l'une vide en fonction de l'autre, puissent arriver à un point d'équilibre. D'accord. Et après l'obtention du DEA, je voulais continuer dans la même direction. Mais mon directeur de thèse ne voulait pas que j'aille dans cette option. Il m'a proposé un thème en relation avec le traitement de cancer, qui est un problème qui a été posé à l'hôpital Bichat à Paris, au directeur de mon directeur. Voilà. Au directeur de thèse de mon directeur, qui nous a envoyé. Et donc il s'agissait pour nous, dans ce problème, d'essayer d'apporter une réponse au traitement de cancer, parce qu'à ce temps, quand même, on ne peut pas faire une intervention chirurgicale sur le cerveau. On cherche à trouver une quantité minimale d'inhibiteurs qu'il faut déposer sur le cortex. D'accord. Et cet inhibiteur-là doit traverser la zone, le cerveau, et diffuser à travers le système nerveux, le cerveau, pour atteindre la zone où la tumeur a été identifiée, sans pour autant causer de dommages, parce que si on met beaucoup de quantité, ça peut détruire le système nerveux. Et donc le rôle du mathématicien, c'est d'avoir quelle est la quantité minimale là qu'il faut déposer au cortex et qui doit traverser la zone sans dommage et qui est nécessaire pour détruire un volume de tumeur donné. Donc c'est autour de ça que la problématique a porté, et on a essayé d'apporter des solutions numériques, des solutions mathématiques.
Ah oui, c'est comme vous le dites, hein, c'est vraiment des maths pures et dures. Oui, on ne peut pas faire des maths appliquées sans faire les maths fondamentales. L'application vient après tout ce qui est fondamental. Donc il faut asseoir une théorie derrière. Et à partir de cette théorie, on essaie de faire des approximations, voir si ce qu'on affirme dans nos théorèmes, nos propositions, est-ce que ça tient la route sur le plan pratique. Donc il faut aller vers la simulation, mettre le modèle sur ordinateur, le confronter avec le réel. Voilà, c'est ça qui était derrière. Donc il y a l'aspect théorique, l'aspect numérique et l'aspect application. Voilà. Oui, parce que de manière générale, quand on parle de maths, on parle des sciences qui étudient les êtres abstraits. Et comment définit-on les mathématiques? Maths se définissent comme un ensemble de calculs, si vous voulez, comme le commun de mortel. Oui, parce que quand on dit mathématicien, pour eux, c'est celui-là qui sait faire l'addition ou la soustraction. Non, les maths, c'est l'ensemble de tout ce qui est logique. De tout ce qui est concret. Même si on parle de l'abstraction, nous, dans cette abstraction, il y a le concret. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, on est en train d'être filmé. Derrière cette image-là, il y a le traitement d'image, qui n'est rien d'autre que des modèles mathématiques. D'accord. Donc c'est vraiment l'ensemble, c'est un ensemble cohérent de logique et de définition. Les maths ne sont pas que l'abstraction comme pense le commun de mortel. Alors, deuxième exemple sur lequel je peux m'appuyer, la théorie de nombres, qui était inventée entre les deux guerres mondiales par un Britannique. Mais le gars, il était très content, parce que pour lui, sa théorie ne servait absolument à rien à ce temps. C'est de l'abstraction, c'est du jeu gymnastique d'esprit. Mais aujourd'hui, le monde est gouverné par la théorie de nombres. Quand je vais à la banque, je n'ai pas besoin de voir une caissière. Je vais dans un coin, dans le mur comme dit l'autre, je prends mon argent. C'est la théorie de nombres qui est derrière, la codification des nombres premiers. On te donne 4 chiffres qui te permettent de gérer, de discuter avec la machine. C'est la pure théorie mathématique qui est derrière. Donc ce n'est pas que l'abstraction, c'est du concret. Voilà. Merci beaucoup. Donc les mathématiques jouent un rôle très important dans la vie quotidienne. Comme disait l'autre, les mathématiques gouvernent le monde. Gouvernent le monde. Je suis persuadé que les mathématiques gouvernent le monde. C'est que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, ma grand-mère n'a jamais été à l'école. Mais quand elles font leurs notes, il faut voir les figures géométriques. C'est des losanges, des carrés avec des couleurs différentes. C'est des mathématiques qu'elles appliquent sans le savoir, sans aller à l'école. D'accord. Chaque acte qu'on pose, on peut l'interpréter en mathématiques. Donc, ce n'est pas que fondamental, elles gouvernent, les maths gouvernent le monde. Merci, professeur. Et quand on lit vos productions, vous avez produit beaucoup d'articles dans votre domaine de compétences. Oui, une quarantaine. Voilà. Une quarantaine de publications scientifiques. C'est beaucoup. Ouais. Et alors, en regardant votre production, et on voit que vous, dans vos recherches de mathématiques appliquées, ça a concerné vraiment des domaines importants, notamment le traitement du paludisme, par exemple. Oui, on essaie d'appliquer les maths au quotidien. En tout cas, dans mes aspects de recherche, j'essaie d'appliquer au mieux les mathématiques aux problèmes réels. On a eu à travailler sur les modèles du paludisme, du traitement du paludisme, où j'ai fait soutenir 3 thèses. D'accord.
on traite les modèles mathématiques traitant des questions de l'hépatite B. On a fait une thèse dessus également. On a publié un livre là-dessus. Ensuite, on essaie de regarder les phénomènes physiques d'ensablement du fleuve Niger. On a fait une thèse là-dessus, on a fait 3 ou 4 publications là-dessus. On essaie aussi de regarder un peu l'évolution des dunes éoliennes qui sont formées à l'air libre. Là également, on a sorti une thèse et 3 ou 4 publications là-dessus. D'accord. Actuellement, on regarde aussi les modèles appliqués à l'économie, les modèles appliqués à la pollution des eaux de surface, les modèles d'infiltration, les modèles de rupture de barrage. Vraiment, on essaie de voir l'utilité des mathématiques dans cette abstraction que les gens pensent des mathématiques. On essaie de voir l'utilité. Et le plus important pour moi, c'est peut-être le modèle de Covid-19, la crise de Covid-19 en mars 2020. Quand le comité scientifique a été mis en place, les autorités rectorales ont fait appel à mon équipe. Alors nous avons élaboré 3 modèles mathématiques pour décrire la dynamique, mais aussi surtout déterminer l'élément fondamental en épidémiologie, qui est le nombre R0 dont les services sanitaires du Niger, à chaque 20 heures, après les informations, nous disent que le R0 est égal à tel aujourd'hui. Ce nombre-là sont calculés à partir de mon modèle. Ok, d'accord. Ces informations-là sont données quotidiennement par mon équipe, constituée de doctorants, de masterants et des assistants aussi. Ce modèle nous a permis, en tout cas, d'aider le politique à prendre un certain nombre de décisions et de voir des comportements à avoir face à la pandémie. Et donc, c'est un exemple concret de l'applicabilité des maths dans les questions de crise, notamment la crise sanitaire liée à Covid-19. Et pour les autres, notamment la tuberculose, là aussi c'est la même méthode ou bien c'est pas les mêmes méthodes. Chaque épidémie a son modèle. Ok. D'accord. Nous nous basons sur plusieurs paramètres. La Covid, c'est un truc ponctuel qui est arrivé. Il fallait tout de suite trouver des moyens de préserver le maximum de population. La tuberculose, c'est une maladie qui est là, qui est avec nous, d'accord, et qui le plus souvent tient en compte de l'âge, du temps et de l'espace où vit l'individu. Donc, la démarche reste à peu près la même du moins, parce que ça rentre dans ce qu'on appelle les modèles épidémiologiques. D'accord. Donc, la démarche scientifique reste la même, mais la méthode n'est pas la même. D'accord, donc, tuberculose, l'hépatite, paludisme, c'est la même famille. D'accord, qu'on regarde sur l'angle épidémiologique, mais les méthodes d'analyse, de résolution sont un peu différentes. Quels sont les principaux résultats auxquels vous êtes parvenus? Les résultats sont variés. J'ai parlé de résultats de Covid. Qui a abouti non pas à une thèse, mais à trois publications différentes. Mais quand on prend le modèle de l'hépatite B, non seulement on a fait 5 publications autour de cette maladie, mais on a produit une thèse qui a permis de former un enseignant-chercheur qui est actuellement collègue
moi, au département de mathématiques et informatique, il est passé maître assistant il y a 2 ans. D'accord. Le modèle d'ensablement du fleuve fait partie aussi des résultats qui me tiennent à cœur, même si le décideur, enfin le politique n'est pas au courant de ce qu'on fait comme travail de recherche. Ça, c'est pas leur faute, c'est notre faute, parce qu'on ne vulgarise pas nos résultats de recherche également. C'est pour ça d'ailleurs que cette émission doit être reproduite aux autres disciplines. D'accord. Ça fait partie de l'un des résultats fondamentaux aussi pour lesquels je pense que nous avons fait des efforts mathématiques et proposer des solutions de remédiation. D'accord. Il y a le modèle de pollution des eaux de surface qui a été inspiré par ce qui est déversé dans le fleuve Niger à partir de l'hôpital national. C'est vraiment qui m'a inspiré un peu. Et on aboutit là également à une thèse. Le modèle de tuberculose aboutit également à une thèse dont l'auteur était victime lui-même de la maladie. Donc c'est ça qui l'a inspiré un peu à travailler sur la thématique. Et il est devenu docteur, il est maître assistant également dans une université publique. D'accord. Les dunes éoliennes, ça j'ai regardé en allant à Agadez ou à Difa. On se rend compte que lorsqu'on traverse le goudron, le soir en revenant, une partie du goudron est engloutie par le sable. On a dit, bon, on va essayer de voir si on peut mettre en place des modèles mathématiques permettant de comprendre la dynamique qui est derrière. Là également, ça a abouti à une thèse produite par une étudiante qui est enseignante-chercheur, maître assistante aujourd'hui dans une université publique. Et sur le paludisme, on a produit 2 thèses. 2 thèses, dont une des détenteurs de cette thèse est enseignante-chercheur dans une université publique. Et l'autre, il est retenu dans ce pays d'origine, un Burundais. J'espère qu'il est enseignant là-bas. Voilà, en gros. Ouais, c'est peut-être, on voit qu'il y a des... ça touche des domaines variés, notamment le changement climatique avec les dunes, la dynamique. Et ça, c'était très intéressant parce que ça permet dans les actions de lutte contre la désertification, c'est des résultats promoteurs. C'est des résultats promoteurs et qui permettent d'aider le décideur. Vraiment, c'est des outils d'aide à la décision. Une fois que c'est bien mis en œuvre, ça permet d'aider dans la lutte contre le changement climatique, l'avancement du désert, l'ensablement du fleuve Niger, les pandémies. On essaie vraiment de regarder un peu partout là où on peut utiliser de façon concrète les modèles mathématiques. Mais c'est qu'on voit que vous êtes derrière toute cette innovation, tout ce que le changement climatique, les crises sanitaires, mais on voit pas les mathématiciens. Alors que vous avez joué un rôle très important dans cette crise. Pour la petite anecdote, la crise est arrivée au moment où l'université est dans sa pire crise universitaire. Un décideur politique m'a appelé parce qu'ils savent que je travaille dans ce domaine. Il m'a demandé de proposer un modèle de résolution. Et j'ai fait le modèle, j'ai présenté devant les autorités, aussi bien rectorales, donc l'équipe gouvernementale qui était représentée par le chef du gouvernement, ce sont M. Berger Rafini, plus le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation et de la Santé. Ils m'ont proposé d'aller à la télé. J'ai dit non, moi je n'ai pas besoin d'aller à la télé pour expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis un scientifique, j'ai fait mon travail, c'est pour mettre à la position des décideurs. C'est à eux de mettre en place, ils peuvent expliquer aux décideurs. C'est pas mon rôle, moi je suis qu'un académicien. Bon,
je fais ma recherche, je produis mes résultats et je suis content, quoi. C'est ça. Une fois que j'ai mes résultats, moi je suis content que le résultat soit validé par un comité international scientifique valide. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mais d'une manière générale, l'enseignement des mathématiques, comment se comporte l'enseignement des mathématiques au Niger? C'est là où le bas blesse, hein, parce que si on regarde les statistiques ces dernières années, on ne s'intéresse plus aux mathématiques. C'est tout à fait logique, hein, quelque part aussi c'est normal. C'est la discipline où les gens pensent que c'est la plus difficile, il faut réfléchir beaucoup, il faut avoir une bonne imagination. Mais à la fin, pour devenir quoi? Pour devenir un enseignant. Pour devenir un enseignant où tu as la craie à la main, bon, ça ne motive pas les jeunes parce qu'aujourd'hui, nous sommes une société orientée vers le matériel, hein, ça il faut le dire. Ça ne motive pas les gens. Et quand on regarde les statistiques sur toute l'étendue du territoire, il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai regardé, pour tout le pays, il n'y a que 250 bacs C. Enfin, candidat au bac C. Candidat au bac C, pas de bac C. Mais parmi tous ceux qui étaient déclarés admis, zéro ont demandé de faire la faculté des sciences et techniques. Zéro. Bon, donc là, il y a un sérieux problème. D'accord? Je lance peut-être un cri de cœur au niveau des décideurs pour que nous puissions revoir d'abord l'enseignement de cette discipline, parce que ceux qui sont censés enseigner les maths ne sont pas des mathématiciens de formation. Je vous parle de 2 ans, quand on a regardé toute la région de Dosso, il n'y a que 2 personnes qui sont titulaires d'un diplôme de mathématiques et enseignent des mathématiques au lycée et au collège. D'accord? Donc là déjà c'est un problème. Ok? Et donc il faudrait que nous revoyons notre façon de former. Parce que ne peut être ingénieur, ne peut être technicien que quelqu'un qui est bon en mathématiques. On ne peut pas être un bon physicien sans avoir les bases fondamentales en mathématiques. Or, notre pays aujourd'hui a besoin d'ingénieurs, de techniciens capables de faire des choses. Donc il faut nécessairement que nous investissions dans la formation des scientifiques, des mathématiciens. Et il faut qu'on motive les jeunes à y aller. Et il faut que nous aussi nous formons une masse critique d'enseignants qui vont repartir dans les collèges et le lycée enseigner la discipline. Voilà, vraiment, c'est un cercle vicieux dans lequel... donc, c'est dans les lycées, ceux qui enseignent les maths ne sont pas des mathématiciens. Ce ne sont pas des mathématiciens. Des historiens, des géographes. En 2006, j'ai rencontré un de mes promotionnaires qui a fait psycho. Il m'a dit qu'il est meilleur que moi en mathématiques, qu'il enseigne les mathématiques au collège. Et il me dit qu'il est meilleur, en tout cas en mathématiques au collège, qu'il est nettement meilleur que moi, un psychologue qui enseigne des mathématiques, il y a un problème. Et en 2009, j'avais supervisé l'aide sociale à l'université, puisque j'ai eu accès à tous les dossiers. J'ai vu quelqu'un qui a postulé, qui a fait 10 ans en train d'enseigner les mathématiques avec un diplôme d'EPS. Avec un diplôme d'EPS, il est contractuel pendant 10 ans en train d'enseigner des mathématiques. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème, mais bon. La faute nous incombe en tant que formateur. Ça incombe aussi le décideur politique, parce qu'on n'encourage pas les jeunes à y aller. Et là, pour les... bon, c'est vrai que là, dans ce cas, on ne peut pas parler des femmes. Est-ce qu'il y a-t-il des femmes dans la recherche en maths ou bien dans l'enseignement? Dans l'enseignement à l'université, aujourd'hui, en tout cas à l'université Abdou-Moumouni, au département de maths, on n'a que 2 femmes. Deux femmes enseignantes en mathématiques. Actuellement, en thèse, on a 0. On a une étudiante en thèse. En master, la promotion de l'année passée, il y a 0 femmes.
cette année, j'ai vu avec la sélection une étudiante en master mathématiques. Vraiment, c'est un arrêt rare qu'on cherche, qui est recherché partout dans le monde. Elles sont même motivées souvent par des bourses, par des trucs de coopération. Mais les femmes ne s'intéressent pas beaucoup. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Merci, professeur. J'ai vu aussi que vous avez participé à beaucoup de rencontres scientifiques dans votre domaine de compétences. Oui, au début, quand j'étais jeune étudiant, nous avons un réseau de mathématiques appliquées qui regroupe plusieurs pays africains et européens. Nous organisons chaque année des colloques sur un site donné. Et donc, on est obligé de faire le tour pour parler de ce qu'on sait faire. D'accord. Je me rappelle la première activité à laquelle j'ai participé de ce réseau, c'était à Niamey. L'année où je finissais mon mémoire mon DEA. On a fait une rencontre ici à Niamey qui a porté sur la recherche opérationnelle, qui est une branche des mathématiques utilisée pour les décisions, le management des entreprises, des sociétés. D'accord. Et ce réseau a fonctionné de 1999 à 2007. Et ça s'est arrêté à un moment donné compte tenu par manque de financement. Parce que, je l'ai dit, les maths ne nourrissent pas son nom. De façon générale, et c'est pour ça que les gens fuient les mathématiques de façon globale. D'accord. Mais j'étais surtout dans un réseau de partenariat avec des instituts, avec des universités de la sous-région, notamment l'université d'Abomey-Calavi, à travers l'Institut de mathématiques et physique-chimie, où je suis acteur d'un projet de la Banque mondiale. C'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai rencontré l'étudiant burundais que j'ai suivi jusqu'à sa thèse. Et donc on fait beaucoup d'activités dans ce réseau. Et il y a le même projet, même modèle avec l'université Gaston Berger du Sénégal, où on a fait beaucoup d'activités de recherche, beaucoup d'activités scientifiques. Voilà ce qui explique un peu ma mobilité depuis que j'étais étudiant. Oui. Et même ici à Niamey, il y a eu aussi un colloque que j'ai organisé en 2006. En 2006. Une année avant que le réseau ne s'éteigne. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Et vous êtes aussi doyen de la faculté des sciences techniques. Oui. Fonction administrative. La fonction administrative que j'occupe, effectivement, je suis doyen depuis juin 2021. Donc j'ai à peu près 18 mois de fonction. Mais on gratte la tête chaque matin. Ce n'est que des équations, des problèmes. Mais pour un mathématicien, c'est pas grave. Vous êtes habitué. On est habitué aux problèmes. On essaie de créer le modèle qui nous permettrait de trouver une solution à chaque problème qui se pose à nous. C'est ça, tout à fait. Et dans les autres disciplines connexes de cette science dite exacte ou dure, notamment la physique, est-ce que en termes de fréquentation, c'est le même problème? Peut-être les maths sont même mieux nantis que la physique. Ah bon. Hier seulement, je faisais les statistiques des inscrits au niveau de 2e, 3e année en tant que doyen, effectivement. Je me suis rendu compte qu'il y a une section électronique, électrotechnique et automatisme. En tout cas, jusqu'à la date d'hier, il n'y a que 6 inscrits en 2e année et 4 en 3e année. Donc il y a vraiment un sérieux problème. Les enfants n'aiment plus raisonner. Le raisonnement devient un problème, on ne veut plus réfléchir, on veut juste avoir un diplôme facilement et gagner sa vie. Or, tout diplôme obtenu sans la base scientifique est voué à la catastrophe. Tout à fait. La catastrophe. Les enfants n'aiment que les choses faciles d'accès. Facile d'accès.
Parce que souvent, on pense que nous, les mathématiciens, nous sommes très proches des philosophes. À la limite, on nous prend comme des fous. C'est dû à la logique, peut-être. À la limite, on nous prend comme des fous et souvent, on n'est pas très compris par les autres. Hein. Aujourd'hui, si on regarde parmi les décideurs, hein, vous leur posez la question quel est l'intérêt des mathématiques, ils vont te dire oh, laissez tomber. Cette discipline, moi, zéro, mais pourtant, je suis ministre, je suis haut fonctionnaire. Mais derrière tout ce qu'il fait comme administrateur, comme grand fonctionnaire, il y a cette logique mathématique qu'on est obligé d'utiliser, même si on ignore la traçabilité de cette logique et de cette rigueur mathématique que les gens n'aiment pas. Et au niveau master? Le master, c'est pareil, hein, c'est pareil. Parce que les diplômes sortent en compte-gouttes. 3, 4, 6 diplômes, licences à gauche, à droite, dans les différentes facultés de sciences des UPN de Niamey. Tu n'as pas plus de 10 licences par faculté de sciences. Mais si on fait la somme, on a 4 facultés de sciences dans les UPN. Si tu as 10 fois 4, ça te fait 40 licences. Bon, la probabilité pour que le gars ne vienne même pas en master, il cherche à faire un concours où tout de suite il trouvera de quoi manger, que de venir se gratter la tête où il faut résoudre des équations. Donc les étudiants abandonnent en cours de cursus? En cours de cursus, le plus souvent, dans des concours. L'année passée, la promotion de master 21-22, on avait sélectionné 22 étudiants. À la fin de la première session, on s'est retrouvé avec 6. Les 16 ont fait des concours, soit pour les statistiques, soit pour l'armée de l'air, soit pour la démographie, soit les trucs de statistiques de l'INSEAD d'Abidjan, soit à l'IAMA, qui sont partis dans les grandes écoles. Donc de rester, comme je l'ai dit, faire un diplôme de mathématiques, un master en maths, où tu vas forcément rentrer dans une formation doctorale. Où tu sors avec le titre de docteur en mathématiques pour devenir quoi? Pour devenir un bon enseignant-chercheur où tu n'es pas sûr d'avoir assuré le minimum jusqu'à la fin du mois. Oui, c'est peut-être il faut motiver, il faut faire en sorte que ces étudiants continuent parce qu'on en a besoin. On a forcément besoin, le pays en a besoin. Aujourd'hui, le socle de toute formation scientifique, c'est vraiment les mathématiques. Donc, on est obligé, aussi bien au niveau secondaire, secondaire élémentaire, secondaire supérieur, et l'université, de former des gens qui sont capables de former des compétences pour demain. Si on veut développer ce pays, on doit nécessairement investir dans la science, fondamentalement. Sinon, toute initiative est vouée à l'échec. Tant que la science n'est pas bien développée, bien cernée par la jeunesse, je ne crois pas à un développement de ce pays. Donc on a intérêt, aussi bien formateurs que nous sommes, décideurs politiques, d'investir dans la formation des hommes capables d'animer la science. Est-ce que les autres disciplines, biologie, zoologie, connaissent le même problème? Biologie, géologie encore, c'est des sciences beaucoup plus molles. Ah, c'est pas loin des sciences dites molles. C'est pas très loin des sciences molles. On se retrouve souvent en deuxième année de géologie avec 250-300 étudiants. En master, cette année, ils ont fait leur sélection. J'ai vu dans l'appel à la candidature, il y a une section qui a eu jusqu'à 149 demandes d'inscription en master. Je crois qu'ils ont 3 masters en géologie. La section la moins garnie a 89 demandes d'adhésion au master. En biologie, ils sont au nombre de 150 demandes d'intégration au master. Donc, je pense que ça va un peu mieux que les maths et les physiques. Chimie encore, ça va un peu. Parce qu'il y a une section biochimie, nutrition qui est beaucoup plus appliquée vers les trucs concrets.
où les étudiants en demandent vraiment, il y a une demande forte. Ok. Ouais, c'est parce que l'université de Niamey quand même est bâtie sur ces sciences dites dures. Parce que les pères fondateurs, Boubacar Ba, Abdoumouni Diofo. Boubacar Ba, c'est le tout premier mathématicien du Niger, je crois. Hein. Voilà. Le premier recteur de l'université, je crois, c'est l'un des premiers mathématiciens du Niger. L'université même est fondée en 111 en créant l'école de sciences, qui est l'actuelle faculté de sciences et techniques. Et l'école normale, à ce temps, ils appellent ça école de pédagogie. Je crois que c'est les deux facultés qui étaient au départ. Mais c'est pas ce qui s'est passé en cours de chemin. Ce matin, je regardais le registre de la faculté des sciences qui date de 1976. 80% des gens qui étaient formés étaient des étrangers. Je ne sais pas comment c'est arrivé à ce niveau-là. On voit des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais qui sont formés à la faculté des sciences. Et, la plupart, aujourd'hui, je peux le dire, les enseignants de sciences de l'université de Ouagadougou sont passés par l'université Abdou-Moumouni. D'accord. Voilà. Mais bon, je ne sais pas comment, chemin faisant, on a laissé tomber le fondement. C'est comme si j'ai une fondation et je dis, bon, comme j'ai construit une maison, je peux enlever la fondation. C'est ça le problème. C'est ça. Oui, oui, parce que mais cette faible fréquentation, ça a commencé déjà, parce que déjà 80% étaient des étrangers. Des étrangers. Donc, il y avait déjà une faible fréquentation des Nigériens. Dès le départ, je crois que la science est très peu développée. Enfin, les gens ne s'intéressent pas beaucoup trop aux sciences au Niger. Mais comment faire pour renverser cette tendance? Point d'interrogation. Merci, professeur. Mais alors, vous encadrez, vous avez encadré 16 mémoires de master et thèse. Bon, j'ai essayé d'apporter ma contribution. Bon, je suis passé maître de conf en 2012, professeur titulaire en 2016, où d'après les normes du CAMES, on peut commencer à encadrer les thèses. Donc de 2016 à cette année, j'ai encadré 12 thèses. 12 thèses qui sont toutes fonctionnelles aujourd'hui. À l'exception du Rwandais où on s'est perdu de vue. Dès qu'elle a soutenu, il a soutenu, il est rentré chez lui. Et il m'a écrit juste une année pour demander une offre de recommandation. Mais les 11 thèses qui sont des Nigériens ils sont tous des enseignants-chercheurs aujourd'hui. Je crois le tout dernier, il y a 3 derniers qui n'ont pas encore accédé à leur grade de maître assistant. En tout cas, ils apportent leur contribution dans la formation dans les universités publiques de Niamey, de Dosso, de Maradi et d'Agadez. Et j'ai encadré à partir des années 2010-2011 16 mémoires de master et de DA. Voilà à peu près le nombre d'encadrements que j'ai eu à faire. Mais là, je crois que je lève un peu le pied pour que la génération formée, à plus de mes fonctions administratives, j'essaie de lever un peu le pied pour que ceux que j'ai formés puissent prendre le relais. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Et en termes de perspective? Perspective de recherche, j'ai envie de dormir. Non, on essaie de continuer la recherche. On va continuer dans la même logique. On ne se fatigue pas. Actuellement, j'ai 3 étudiants que j'encadre en thèse. Il y a un qui a pratiquement fini. Peut-être qu'il va soutenir d'ici février-mars. D'accord, on va continuer l'encadrement. On va essayer d'aller vers des problèmes concrets que nous allons résoudre dans notre coin. Et si le décideur veut qu'on l'accompagne, on est partant. Voilà. Et on n'a pas parlé de laboratoire, les laboratoires, parce que qui dit mathématiques
appliquée? Le laboratoire de maths, on n'a pas beaucoup besoin d'outils. J'ai juste besoin d'un ordinateur. Ok, d'accord. D'un petit ordinateur et d'un programme informatique derrière. D'accord. Donc, à partir de l'analyse théorique que je fais sur le tableau avec mes feuilles, mes marqueurs ou bien de la craie, je me mets à faire des programmes informatiques pour simuler et de comparer avec le réel. D'accord. Est-ce qu'il y a concordance entre ce que les maths disent et le problème réel qui est là? Ok. Bon, on a théoriquement un laboratoire où c'est 4 murs. Hein. Ah bon? Il y a une table, une chaise, plus un ordinateur. Comme nous, voilà, comme tous les laboratoires de l'aide. On a juste besoin d'un ordinateur où nous pouvons faire nos simulations. On n'a pas besoin d'éprouvettes ou de machins. On a juste besoin de la craie, de papier rame et d'un ordinateur. D'accord. Donc c'est les autres physique, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, il faut nécessairement des appareillages sophistiqués. Bon, en maths, il y a les centres de calcul. Au début, lorsqu'on veut faire des trucs extraordinaires, bon, là, je suis en relation avec l'université d'Abomey-Calavi, comme je le disais, à l'IMSP, où on a un serveur extraordinaire acheté dans le projet de la Banque mondiale, où je peux, à partir d'ici, lancer mes calculs. Okay. Ah, oui. Je peux, à partir d'ici, lancer tous les calculs qui prennent suffisamment de temps ou qui nécessitent beaucoup de mémoire ordinateur. On est obligé de passer par eux pour avoir nos résultats. Okay. Voilà. Et donc, il y a le partenariat entre les Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne à merveille. Oui, ça, c'est bien parce que dans certaines disciplines, ça ne marche pas toujours. Ouais, en tout cas, j'essaie de construire autour de moi cette dynamique de coopération sud-sud. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu 4 étudiants, doctorants burkinabés qui sont venus faire un séjour chez moi d'1 mois. Ils ont été accompagnés, enfin, ils ont été suivis après par leur encadreur principal. Ils ont fait 1 mois ensemble. Je reçois des étudiants tchadiens. Dans mon laboratoire où j'ai besoin juste d'un ordinateur, je reçois des étudiants venant du Bénin. J'essaie vraiment de garder cette dynamique sud-sud parce que j'étais carrément formé au sud. C'est ça, oui, tout à fait. Donc j'essaie vraiment de développer cette coopération-là pour que nos jeunes chercheurs puissent en tirer tous les bénéfices. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre professeur Bisso Saleh, enseignant-chercheur et mathématicien au département des mathématiques et informatique à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous au prochain entretien dans les greniers des savoirs. Merci professeur. Merci beaucoup professeur pour cette opportunité que vous nous donnez de parler d'une discipline mal connue aussi, mal appréciée. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout l'honneur est pour moi. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup.